Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Retrouver un espace de liberté, le sien. Choisir ou rechoisir un métier. Les questions existentielles sont tenaces et nombreuses, elles viennent nous traverser depuis quelques mois, et y répondre, ou tout de moins les entendre, permet d'avancer. Alors comment se retrouver, quitter l'approche vie perso, vie pro, et s'ouvrir à ce qui nous anime au plus intime de nous-mêmes, ce qui nous donne envie de nous lancer dans une nouvelle journée avec joie, passion, une envie de rencontrer l'autre, de lui permettre de se trouver lui-même et de grandir. Eh bien, c'est avec Lucille Boncompin, mon invitée, que nous allons chercher à y répondre. Mais qui allons-nous rencontrer aujourd'hui ? La docteure en sciences de l'éducation, la diplômée d'une école de commerce, la professeure des écoles, la consultante. Au-delà de ces différents métiers, une femme dynamique, audacieuse, humaine, pour qui la personne est au cœur de tous ses engagements. Je suis ravie d'accueillir pour EducCare Lucille Boncompin. Bonjour Lucille. Bonjour Evelyne et grand merci pour cette invitation. Aujourd'hui, c'est bien la consultante qui va parler parce que j'accompagne les directions d'établissement depuis 3 ans maintenant que j'ai ma société de conseil et de formation. Donc c'est de là que je vous parle et mes consultantes, c'est un ensemble de choses. Donc c'est tout à la fois, toutes mes expériences qui aboutissent là aujourd'hui. À cet aujourd'hui. Oui. Alors justement, pour commencer cette interview, je vais revenir au tout début de vos études. On va refaire un petit peu une marche arrière et une relecture. Alors choisir d'entrer dans une école de commerce, est-ce que c'était d'abord correspondre à une attente familiale ? C'était une première étape incontournable ? Ou aviez-vous déjà d'autres aspirations, d'autres projets ? Encore une fois, tout à la fois. Mais alors, comment, à 17 ans, faire un choix d'orientation qui durerait toute une vie ? Ça, c'est quelque chose d'à peu près incroyable et pas possible à mon sens. Donc, ce qui s'est passé, comme pour beaucoup d'autres, c'est qu'on a fait le mieux possible. Et le mieux possible à 17 ans, c'est surtout une orientation choisie par rapport à des résultats scolaires. Mais ensuite, je me suis adaptée, je suis allée au gré des occasions, des rencontres, des envies, puisqu'on évolue. Donc j'ai suivi ça, j'ai été peut-être à l'écoute de la vie, des signes de la vie, et pour traduire cela en nouvelles expériences et nouvelles formations, c'est vrai que il y a un point qui, d'ailleurs, est pour moi important si on accompagne les jeunes à l'orientation aujourd'hui, c'est surtout d'être curieux, de ne pas avoir peur de la nouveauté, savoir rencontrer la nouveauté avec envie de découvrir. Donc je dirais, s'en remettre à la rencontre de la nouveauté avec confiance. Donc un choix d'une école de commerce, mais est-ce que quand même au niveau familial, j'y reviens un petit peu, il y avait quand même des attentes particulières ou pas ? Parce que ça aurait pu être autre chose comme choix au début. Oui, ça aurait pu être autre chose, mais enfin, c'était faire le mieux possible, voilà, avec le bac scientifique que j'ai passé, donc une prépa et une école de commerce. C'est tombé, c'était naturel à cette époque. Naturel, et tout en même temps, je dirais qu'il y avait déjà une ouverture à la base, dans ce que j'entends depuis ce que Oui, puisque c'était assez généraliste, oui. Donc à la fois généraliste dans la formation, dans le choix, et dans cette ouverture à un possible qui serait peut-être différent. Complètement, en fait, oui, complètement. Alors, nombreux sont ceux aujourd'hui justement à envisager un changement de vie, de métier. Pour vous, à quel moment, après cette période justement dans la banque, la reconversion professionnelle a été envisagée donc comme une évidence ? À quel moment ça s'est noué ça ? À quel moment ça s'est mis en... C'est arrivé à une époque où quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai vu mes enfants à 4 ou 5 ans, je les ai observés et j'ai vu en fait devant moi des personnes qui avaient déjà leur tempérament particulier, qui étaient vraiment des personnes à part entière,
différentes les unes des autres et puis différentes de leurs parents. Et j'ai trouvé ça formidable, voilà, que les personnalités soient différentes. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est important de les faire grandir, de les aider à grandir de manière à ce que mes enfants et que les enfants du coup en général aboutissent leur personnalité voilà, avec excellence et soient bien dans leur personnalité, donc se connaissent bien, aillent au bout d'eux-mêmes et donc j'ai voulu y contribuer. C'est vraiment ça qui m'a permis de réfléchir et d'en venir à l'éducation. Et du coup, c'est vrai que c'était l'idée de changer non pas par dépit, mais par appétit de l'éducation des jeunes enfants. D'accord. Et dans le fait donc d'avoir vous-même vos propres enfants et d'avoir cette... en les voyant grandir, en se disant, mais comment moi, je peux aussi contribuer et puis apporter un petit peu ma pierre à l'édifice dans ce que vous découvriez avec eux, en fait. Absolument. Alors, de ce fait, ça s'inscrit bien dans la continuité pour vous d'un parcours et pas dans une rupture, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution qui vous fait sortir de la banque, mais il y a du sens derrière. Ah ben, complètement, complètement. J'ai jamais vécu les choses comme une rupture. C'est en réalité l'appétit de continuer et d'explorer d'autres choses, donc d'apprendre. Et c'est par cet appétit que j'ai opéré tous les changements dans ma vie professionnelle. Donc en fait, c'était pas du tout, parce que la reconversion professionnelle, c'est toujours un petit peu compliqué. On pourrait dire on a fait un mauvais choix au départ. En fait, c'est pas ça. Là, vous avez évolué au fur et à mesure avec votre vie tout court. Et vous avez vu d'autres opportunités et peut-être une idée de rester dans la curiosité aussi. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fasse des mauvais choix. Le choix, c'est finalement, lorsqu'on fait un choix, on essaie de tout mesurer au préalable et lorsqu'on fait le choix, on n'est jamais sûr que ce soit le bon choix. Donc, faire un bon choix, c'est se dire après, qu'est-ce que j'en ai fait une fois que j'ai choisi, rendre ce choix le meilleur possible. Voilà. Et donc, je pense que j'ai jamais... les choix qui ont été faits dans ma vie, je les referai tels quels parce que tous m'ont apporté. Mais certains, j'ai souhaité reconstruire dessus, en fait, et affiner par d'autres choix encore pour avancer. Mais... Comme Lydia, un petit peu... l'image qui me vient, c'est un escalier. C'est-à-dire, on avance... On franchit les étapes ou les marches supérieures et on s'appuie sur ce qu'on a déjà construit en fait. Oui. Et puis les rencontres et les propositions qu'on nous fait. Oui, parce que c'est quand même rester dans cette ouverture à des appels. Absolument. Voilà, on reste à la fois dans l'appel et dans l'opportunité que vous avez su capter à ce moment-là, en tout cas identifier. Oui, et comme c'est vrai que quand on n'a pas peur de la nouveauté et qu'on a le goût de l'effort, donc on se met au travail, on se retrousse les manches et on va dans ces zones qui ne sont pas forcément des zones de confort a priori, mais on se dit qu'avec du travail, de l'écoute et de l'observation, on y arrivera. Mais avec une vraie énergie de départ dans l'idée de se dire « je peux y aller ». Oui, j'ai envie d'y aller, par appétit. Par appétit, on revient à l'appétit, ça on gardera le mot. Je peux y aller, je me dis pas toujours je peux y aller. En tous les cas, je me dis j'ai envie d'y aller, il va me falloir travailler pour y arriver, ou il va me falloir compléter certaines connaissances ou compétences. Après, on travaille. Et je me donne les moyens. Je me donne les moyens en travaillant, ça c'est sûr. Alors, de ce fait, vous avez choisi le métier de professeur des écoles. Alors, est-ce que ça répondait vraiment donc à des nouvelles attentes? Parce que c'est quand même aussi intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce que vous aviez vraiment envie d'y trouver ou peut-être plus de données? Ce que vous avez déjà un petit peu amorcé dans la réponse précédente. Alors, je ne savais vraiment pas tout du métier quand je me suis dirigée vers le métier de professeur des écoles, mais ce qui m'attirait dans ce métier, c'était la relation avec des jeunes enfants, parce que les jeunes enfants sont en vérité, et cette spontanéité, la franchise, ne pas avoir de filtre, ça c'est ce qu'effectivement j'avais envie de trouver. Voilà.
Et ensuite, il y avait une part de créativité dans le métier de professeur des écoles qui m'inspirait également. Ce qui me plaisait également, c'est de pouvoir enseigner toutes les disciplines et donc de travailler en interdisciplinarité, de relier les enseignements de façon à construire des choses, relier les choses avec le monde extérieur et toujours donc une ouverture avec le monde extérieur qui nécessite de croiser des disciplines. Ça veut donc dire de ne pas faire que ça, hein. Parfois il y a besoin d'enseigner les choses de façon bien isolée, identifiée, mais en tous les cas je trouvais que c'était un avantage de pouvoir enseigner à la fois les mathématiques, les arts plastiques, le sport, la littérature ou l'orthographe. C'était pourquoi? Pour donner du sens à l'apprentissage ou pour... Parce que c'est la globalité de l'éducation d'un jeune enfant. Voilà, j'aime ça. C'est ce que j'aime. Le global, le systémique, le complexe également. Parce que coordonner l'enseignement de ces disciplines pour pour que ce soit un levier pour apprendre, enseigner les choses et pour les apprendre, oui, ça demande de concevoir en complexité déjà du projet pédagogique ou voilà. Donc c'est cette coordination un peu complexe qui m'intéressait. Donc on revient à l'idée une fois encore de l'appétit, de la curiosité, du sens que vous donnez de toute façon, mais dans la complexité. Oui. Voilà. Le gros mot là, ça serait vraiment la complexité, mais qui est un levier, ou en tout cas une marge supplémentaire pour emmener aussi les enfants. C'est-à-dire qu'on leur fait confiance en disant qu'à travers la complexité, ils vont apprendre. Oui, c'est-à-dire on ne leur présente pas la complexité. La complexité, c'est l'affaire du professeur qui conçoit de façon à ce que tout soit très simple, au contraire, et très naturel. Mais ça permet de toucher la motivation et l'engagement des enfants qui répondent à des stimuli tous différents. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la complexité, en effet, le maillage, ils ne le voient pas. Mais en fait, ils vont entrer dans ce que vous avez proposé et construit. Oui, et grâce à ce maillage, on peut arriver à répondre à des enfants qui ont parfois à 7 ans ou à 8 ans des phobies scolaires, des troubles 10, ou qui ont, qui ont déjà une image d'eux-mêmes abîmée. Et d'un autre côté, il y a des enfants intellectuellement précoces qui ont besoin, pour le coup, de complexité, de beaucoup plus. Alors, pour répondre à cette diversité, quand vous avez une classe de 30, il faut avoir conçu les choses de façon extrêmement coordonnée, rythmée différemment, et que tout ça se maille de façon à ce que vous puissiez faire la classe en 1 heure de temps efficacement. Hein. Donc, c'est assez complexe dans la conception. Et ça me plaisait, ça. Et cette élaboration-là, elle vous plaisait? Oui. Donc ça, c'était aussi ce que vous aviez envie de donner, de ce fait. On revient à la question, c'était vraiment ça. Alors, de ce fait, vous devenez professeur des écoles. Vous arrivez du monde de l'entreprise, donc de la banque, on l'a dit, en particulier. Alors, certainement avec un parcours qui pourrait être perçu comme atypique, parce que pour ceux qui sont enseignants depuis le début d'une carrière professionnelle, c'est difficile de voir arriver dans une équipe quelqu'un qui vient d'un autre milieu. C'est parfois un petit peu déroutant. Alors, de ce fait, comment vous avez fait pour vous intégrer dans une équipe, puisque vous n'êtes pas arrivé à 20 ans dans l'équipe, on va être clair, un autre parcours auparavant, du commerce, en disant mais que vient faire cette dame dans l'équipe et en plus pourquoi? Alors comment vous avez fait pour créer du lien, pour trouver votre place? Racontez-nous un peu ça. Et surtout qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus fréquent, mais à l'époque ça se faisait pas trop. C'était pionnier. C'était il y a un peu plus de 20 ans quand même. Hein. Donc donc effectivement, quand je suis arrivée dans les écoles, mes collègues n'avaient pas vu ça encore réellement. Bon, l'accueil est très chaleureux dans une école primaire, on rit beaucoup, le monde est gai, ça c'est ce qui m'a frappée et c'est facile d'avoir du lien, c'est assez fraternel, maternel, de premier abord.
Et puis, on se serre quand même, on se serre les coudes dans la complexité d'une journée, dans les imprévus d'une journée, les adaptations, on se donne des coups de main. Alors, en revanche, on ne parle pas énormément de travail au sens didactique du terme. Dans une salle des professeurs, on va plutôt échanger des recettes de cuisine ou des bonnes recettes quand même pour arriver à apprendre bien tel ou tel élève. Mais sur le plan didactique, on a un peu moins de relations spontanées ou informelles. L'intégration, elle s'est faite naturellement. Moi, j'avais beaucoup envie d'apprendre de mes collègues. Donc, les observer, discuter avec elles, oui. Et elles m'ont beaucoup appris. En fait, voilà. Il y avait une expertise que vous attendiez aussi de leur part, en tout cas un partage d'expérience déjà peut-être. Oui, bien sûr. Et donc là, il n'y a pas eu forcément de frein ou de difficulté à aller vers l'autre ou que les personnes viennent vers vous. Ça n'a pas été... Le fait d'arriver d'un autre milieu professionnel, parce que c'était vraiment la question, n'est pas un frein en soi. C'est-à-dire que ça a attisé les curiosités plutôt. Et donc, ça a permis d'entrer en matière et de discuter, d'échanger, oui. On m'a parfois dit, alors est-ce que tu es plus stressé dans le monde dans une école, c'est plus stressant que dans l'entreprise? Non, moi à l'époque, non, je pensais pas, mais enfin, voilà, on me posait ce genre de questions. Plus sur la manière dont, le climat dans lequel vous travaillez, etc. Mais il n'y a pas eu de frein, en fait, ça s'est fait de manière assez fluide. Oui, tout à fait. Merci. Alors, on va de ce fait rester dans le registre de la formation des professeurs. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la formation des enseignants? Vous l'avez vécu, vous, il y a quelques années, mais quel regard déjà vous portez aujourd'hui sur cette formation que vous avez reçue, en fait? Reçue et coordonnée. Après, voilà. Mais d'abord déjà reçue sur cette posture-là. Comment vous l'avez accueillie? Comment vous êtes entré dans cette formation? Est-ce que pour vous, c'était une formation qui était suffisamment, entre guillemets, qualifiante, qui vous a vraiment outillé pour devenir professeur des écoles? Pas complètement. Le reste, l'expérience ensuite et les autres formations ont complété, mais c'était une année de prépa, parce qu'il y avait un concours. Moi, j'ai pensé à mes années de prépa. Et j'ai trouvé que c'était une année extrêmement dense, compliquée, parce qu'il fallait être très bon partout. La polyvalence dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mais à un niveau, vraiment, évidemment. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une année très intense, oui. Alors, à l'heure aujourd'hui où les maquettes de master se finalisent, si vous aviez des propositions à soumettre, on verra après que vous avez aussi eu un autre métier, quel axe faudrait-il davantage déployer aujourd'hui dans ces formations-là? Qu'est-ce que vous verriez comme un incontournable? J'en vois plusieurs incontournables. Je pense que pour les enseignants du premier degré, il y aurait besoin d'être plus outillés en didactique des fondamentaux, mathématiques et français, vraiment en didactique. Donc là, c'est très technique. Au niveau, en revanche, du second degré, je pense qu'il y aurait un peu plus de formation à la pédagogie ou à la psychologie du jeune à faire, ou à la sociologie des groupes de jeunes à faire, qu'on retrouve souvent en formation continue, mais pas forcément en formation initiale. Outillerait bien les enseignants au départ. Et puis ensuite, pour tous, alors que ça concerne la formation initiale ou le recrutement des enseignants, je pense qu'il y a besoin d'avoir un socle culturel. Quand je parle de culture, de l'enseignant, c'est la culture artistique, la culture historique, la culture littéraire, plus forte, en tous les cas, parce qu'on a besoin de cette culture pour en faire une ressource pédagogique, ressource didactique, sur laquelle l'enseignant va s'appuyer ensuite, et un langage aussi soutenu, assuré, c'est-à-dire que tous les enseignants aient un langage bien structuré en termes de syntaxe et qu'ils aient du vocabulaire riche de façon à pouvoir reformuler
à souhait toutes leurs explications ou les questions qu'ils posent aux enfants. Je pense que ça, donc la culture et le langage des enseignants est fondamental, soit dans leur recrutement, soit pendant la formation initiale. Et puis il y a un dernier point très important à mon avis, c'est un stage à l'étranger. Alors, un stage à l'étranger, pourquoi? Parce que la formation des enseignants, c'est une formation master. Une formation master, dans toutes les formations master aujourd'hui universitaires, on propose une année de césure à l'étranger où il y a des stages à l'étranger qui sont proposés. C'est formidable, un voyage à l'étranger. Alors, bien sûr, pour l'aspect voyage à l'étranger, mais pour l'aspect didactique, pour aller voir les autres systèmes éducatifs, il y a quand même, on a un système éducatif qui a besoin d'être inspiré de systèmes éducatifs en Europe ou un peu plus loin que l'Europe, mais déjà en Europe, des systèmes éducatifs qui sont plus performants, plus efficaces, mesurés comme tels en tous les cas par les études, et ça vaut le coup d'aller s'immerger dans ces systèmes pour les enseignants, parce qu'ensuite dans leur vie professionnelle, ils n'auront pas l'occasion sans doute de le faire ou de façon plus légère. Voilà, ça apporte énormément. Je me souviens d'un passage que j'ai fait dans une école finlandaise où donc on était plusieurs collègues d'ailleurs à observer. Cette école fonctionnait, un cours d'anglais en Finlande. Et en fait, le niveau de langue des enfants finlandais à 14 ans, c'était un anglais quasiment courant. D'ailleurs, en France, c'est pareil. Et donc, on voit travailler ces jeunes. Bon, ils travaillaient en groupe de 2, petits groupes d'élèves, ambiance un peu décontractée. On se dit, bon, ils sont décontractés, ils sont pas très nombreux dans la classe, d'accord, mais finalement pas très différents de ce qui se passe en France. Donc là, on ne pouvait pas bien identifier la différence. Mais alors ils étaient en travail en autonomie, un travail qu'avait donné leur professeur sur un ordinateur, et là quand on s'approche et qu'on voit les questions qui étaient posées par leur enseignante, c'était des questions qui mêlaient des notions totalement différentes, des notions de vocabulaire, des structures grammaticales différentes, tout ça mélangé dans un seul et même exercice. Donc ça impliquait que les jeunes avaient besoin d'aller chercher la ressource, chercher dans telle et telle notion. C'était de la situation complexe, si vous voulez, dans un exercice. Alors que, voilà. Et en fait, là, il y avait une vraie difficulté, une vraie richesse, alors qu'en France, on a plutôt tendance on enseigne une notion et on donne des exercices à faire sur la notion. Voilà. Et là, on sentait qu'il y avait une vraie différence dans l'élaboration, la conception déjà de la séance, mais même du coup dans la manière de concevoir les exercices. Donc après avoir été professeur des écoles, vous avez eu encore un nouveau métier. On parle d'une nouvelle bascule professionnelle puisque vous rejoignez la direction diocésaine de Bordeaux en tant qu'adjointe, et là encore, de ce fait, vous prenez un nouveau virage. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à oser cette nouvelle aventure et qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là pour dire « oui, j'y vais » Entre l'appétit, si on y reste peut-être, la curiosité encore, la montée en compétence, qu'est-ce qui vous anime pour dire « j'y vais cette fois-ci » Alors avant, Evelyne, il y a eu un passage par la formation initiale des enseignants où j'ai coordonné le master MEF en alternance des professeurs stagiaires. Avant de basculer en direction diocésaine. Intéressant, oui. D'accord, merci de le préciser. Pendant plusieurs années. Et puis ensuite, effectivement, adjointe à la direction diocésaine. Mais à chaque fois, les choses se sont mises sur mon chemin par des propositions qui m'ont été faites et que j'ai saisies. Voilà, toujours pareil, par appétit, en me disant ah ben oui, j'aimerais bien connaître ça dans le métier, dans l'éducation, ça m'intéresse. Alors la formation initiale, oui, elle m'intéressait énormément. C'était l'époque où la masterisation des enseignants était commencée, le dispositif de formation en alternance était à créer, donc tout ça m'intéressait énormément, donc j'ai dit oui. Et puis ensuite, effectivement, un passage à la direction diocésaine où c'était
où j'ai dit oui aussi, parce que j'avais là bien envie de découvrir d'autres questions dans le métier. Un autre niveau de travail, je veux dire par là les questions plus institutionnelles, les questions sur les moyens académiques, la relation avec les chefs d'établissement aussi m'intéressait, alors qu'au départ, donc quand j'étais professeur des écoles, la relation était plutôt avec des enseignants du premier degré et des élèves. Quand j'ai coordonné le master en alternance, il s'agissait d'une relation avec les formateurs et avec des enseignants premier, second degré, et ensuite à la direction diocésaine, une relation avec les partenaires institutionnels et avec les chefs d'établissement davantage, les partenaires de la formation. Mais du coup là, on était sur une autre... Sur les questions de gouvernance, de décision, et les questions des chefs d'établissement, où j'ai bien vu toutes leurs contraintes, et là encore la complexité du métier, la systémie un peu des établissements scolaires, des questions des établissements scolaires, c'est ce qui m'a plu énormément. Voilà. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité maintenant m'installer comme consultante, et depuis 3 ans j'accompagne les directions scolaires en particulier, les chefs d'établissement dans toute la systémie d'un étabbissement scolaire. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte toutes ces questions et de clarifier, voilà, de travailler à décomplexifier, à clarifier, à rendre les choses fluides, beaucoup plus agréables à vivre et à développer du bien-être chez tout le monde, et en particulier bien sûr chez le chef d'établissement. Et de ce fait, on sent bien une approche qui est globale, et qui a commencé par véritablement ce poste d'enseignante, et au fur et à mesure, vous êtes montée à la fois en compétence et en même temps en hauteur de vue et en complexité qui intégrait d'autres partenaires. Puisque, vous l'avez dit, c'était d'abord les élèves, ça peut être les parents, c'était les enseignants, ensuite ceux qui étaient en formation, et puis petit à petit, vous avez eu un regard de plus en plus croisé, qui était toujours dans cette complexité, mais un regard plus, pour moi, plus ouvert et plus juste, parce que vous aviez cette systémie, j'allais dire, complète. Oui. Et ça, c'est vraiment ce qui vous a donné envie de dire, en fait, oui, j'ai envie de ça, c'est-à-dire j'ai envie encore de découper plus large, en fait, le champ, pour pouvoir encore mieux accompagner. Oui, en fait, moi j'ai l'impression que je reviens toujours à mes premières études et à ma première expérience. Parce que quand je suis arrivée dans le système éducatif en France, c'est tellement différent d'une entreprise privée que ça m'a intéressée. J'ai toujours eu un regard de curiosité, et de voir les personnes travailler ensemble, ça m'a beaucoup intéressée, beaucoup inspirée, beaucoup questionnée aussi. Voilà, parce que je trouve que c'est un fonctionnement et un système qui est vraiment très différent de l'entreprise, mais qu'il faut piloter aussi, et qu'il faut amener à faire progresser, à mener à être efficace et professionnalisé aussi, bien sûr. Donc je me suis dit, voilà, comment on peut amener de l'efficacité, de la professionnalisation, de l'organisation dans ce système. Bon, pour ça, évidemment, donc l'observation, la rencontre de tous les acteurs du système était formidable. Pour moi, c'est une occasion qui est arrivée comme ça, qui m'a été proposée par à différentes étapes de ma vie. J'ai dit oui parce que ça m'a intéressée énormément. Et toujours dans l'idée de cette continuité, cette évolution, et absolument pas de rupture. On revient sur le point de départ, on est vraiment dans une évolution globale et qui s'élargit en fait, au fur et à mesure, qui s'enrichit. Pas linéaire, mais circulaire. Mais circulaire, c'est intéressant. On voit les cercles qui s'élargissent véritablement. Alors je vais un petit peu vous embêter là, parce que vous accompagnez les chefs d'établissement. Vous ne l'avez pas été. Chef d'établissement, oui. Non. Alors oui. Justement,
comment accompagner un chef d'établissement alors qu'on ne l'a pas été soi-même, Oui. comment repérer les difficultés, les besoins, comment accompagner. Ça, c'est intéressant de voir un petit peu comment de ce fait vous fonctionnez sans avoir été chef d'établissement. Oui, alors on me l'a proposé effectivement plusieurs fois. Mais à l'époque, pourquoi vous n'avez pas dit oui? En fait, à l'époque, je n'avais pas mon soul de pédagogie. Voilà, je quittais des fonctions de direction dans le système privé. Donc, quand je suis arrivée dans le système éducatif, je souhaitais être enseignante en relation avec les enfants. Et tout de suite, on m'a proposé d'être chef d'établissement. Mais vraiment, j'avais besoin de passer du temps avec les enfants et à concevoir de la pédagogie, à travailler au niveau pédagogique. Voilà. Et en réalité, donc là, pour le coup, c'est la seule fois où j'ai dit non, parce que je voulais continuer à enseigner et à travailler de la pédagogie. Bon, ensuite on m'a dit, bon là quand même, hein, si tu veux pas être chef d'établissement, alors fais au moins de la formation. Bon, et j'ai dit, bon, moi je sais pas, il faudrait continuer quand même à être dans ma classe, à travailler avec les élèves. Et c'était ma chef d'établissement du moment qui a pris rendez-vous pour moi au niveau du centre de formation et qui m'a dit, t'as rendez-vous tel jour à tel endroit, il faut que tu ailles rencontrer telle personne. Bon, bah, si tu veux, j'y vais. Et voilà, et donc la personne m'a dit, voilà, il faut absolument que vous fassiez de la formation, que vous formiez les enseignants, vous participiez à ça. Bon. Donc j'étais ouverte après. Donc moi ce que j'entends aussi derrière, c'est qu'il y a une vraie valorisation aussi du chef d'établissement de l'époque, c'est-à-dire qui a vu vos talents, vos compétences, et qui vous a mis un petit peu la main sur l'épaule en vous disant on y va. Il fallait le petit coup de pouce quand même. Je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu au moins 3 fois. Oui. Je l'ai eu au moins 3 fois. Ça, c'est peut-être 3 ou 4. Allez, 4 aussi. fois. J'identifie, 4 personnes qui ont été importantes. On revient sur l'idée de la rencontre. Fait confiance. Enfin, qui ont vu le potentiel. Oui. Le potentiel, les compétences, la confiance qui était a priori. Qui se sont peut-être dit, bon, alors elle a une expérience qui est un peu différente, ça nous plaît. Voilà, c'est ça. Il y avait plus à 4 personnes. C'est ça, et en fait, une ouverture de chaque côté. On sent une ouverture de chaque côté. Oui, c'est des personnes qui étaient intéressées par ce profil. Intéressées, et moi j'entends bien l'impact ou le côté providentiel des rencontres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à chaque fois des rencontres qui ont fait que vous avez fait un pas supplémentaire. Oui, mais je pense que toute personne fait des rencontres. Mais est-ce qu'on transforme? Alors, oui. C'est ça. Parce que vous parliez d'essai dans votre livre. Mais voilà, moi je ne veux pas rester sur des regrets. Je n'ai jamais de regrets. J'ai pas de remords non plus. Voilà. Si je sens qu'il y a quelque chose que je pourrais regretter, eh bien je veux pas la regretter, donc je la fais. Et alors du coup parfois je m'embarque, oui je suis un peu audacieuse, alors je m'embarque dans des choses qui nécessitent du coup beaucoup de travail, beaucoup d'apprendre encore et de continuer, mais c'est formidable. C'est ce qui vous nourrit. Là quand on vous entend c'est votre énergie quand même. Oui, c'est vraiment votre énergie. C'est l'une de mes nourritures. Ça je l'entends bien. Alors justement, si on continue, puisqu'on parlait de compétences, de talents, donc on est en plein dedans, en quoi les compétences que vous avez acquises, puis développées donc en entreprise, dans votre premier métier, on va dire, sont de véritables valeurs ajoutées pour enseigner, pour accompagner les équipes, les élèves et les chefs d'établissement? Alors, je pense qu'il y a... on va mettre de côté les compétences techniques qui sont en tous les cas une des qualités c'est l'exigence quand même, l'exigence, aller au bout des choses, la persévérance, aboutir les choses. Donc il faut des compétences techniques impeccables. Et puis ensuite je pense à 2 autres choses. La première, c'est avoir un quotient émotionnel adapté.
Alors en fait, Alors vous allez développer ça, un quotient émotionnel adapté. Je vous savez, le écoute. quotient émotionnel, on parle parfois de quotient intellectuel, mais le quotient émotionnel, il est tout autant important. C'est appréhender les situations qui pourraient vous faire stresser d'une manière assez réfléchie, calme, en tous les cas. Voilà, savoir gérer les tensions, savoir gérer les stress. Je pense que ça, c'est quelque chose de très En important. soi d'abord, on est bien d'accord. Pour soi-même. Hein. Ah, pour soi-même avec les autres, en relation Les deux, avec hein. les autres. Ah oui, 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 les deux. Pour moi, c'est une vraie compétence. Moi, j'entends bien dans ce double mouvement, c'est-à-dire à la fois Oui. gérer tout. Enfin, alors, en plus, gérer émotionnellement, je ne suis pas tout à fait adepte de cette manière de l'exprimer, mais peut-être accueillir les émotions, en avoir conscience, et à un moment donné, être en capacité de les comprendre pour soi et comprendre ce qui se passe chez l'autre aussi. Oui, c'est le stress, je dirais, gérer le temps, gérer le stress, gérer les situations de tension, les situations complexes. Inattendues. Voilà, avec comment dire Distance, mesure, oui, recul. mesure, distance, recul, mais aussi professionnalisme, si vous voulez. Et, au-delà du bon sens. Voilà. C'est au-delà du bon sens. C'est avoir vraiment la maîtrise de ça. La maîtrise de ça. Parce que dans un établissement scolaire, que vous soyez à un poste de chef d'établissement, d'enseignant ou d'éducateur, vous avez une flopée d'inattendus tout au long de la journée qui vous plonge dans un opérationnel d'urgence ou d'importance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bon, la question c'est de ne pas s'essouffler, de ne pas s'abîmer, de garder du bien-être. Et pour ça, le bon sens ne suffit pas. Donc il faut de la technique, mais il faut avoir un quotient émotionnel qui permette d'absorber tous ces... Alors comment on fait pour avoir un quotient émotionnel qui est capable d'absorber ça, c'est voilà. Hein. Alors, comment il y a l'inné et l'acquis. Hein. Alors justement, si d'un point de vue inné, on ne maîtrise pas ça, comment on peut le travailler? Dans ce qui fait le quotient émotionnel, il y a plusieurs choses, hein, puisque on ne va pas rentrer dans la gestion des conflits, des tensions, la gestion du stress, la gestion du temps, on va dire tout ça. Donc en fait, quand on accompagne sur des questions de stratégie, sur des réflexions, mais il y a beaucoup d'organisation et d'outils pour permettre de gérer le quotidien. En fait, voilà. Et du coup, de se détacher un peu de l'opérationnel pour faire du stratégique. Alors, différence entre opérationnel et stratégique? L'opérationnel, ça va être le court terme, plutôt la réaction. Et le stratégique, c'est la visée, c'est la pensée du coup à plus long terme, le cap, le projet, mais c'est aussi mesurer les enjeux éducatifs. L'opérationnel, ça va être le micro, le stratégique, ça va être le plus systémique, holistique, global, le macro. Voilà. Alors de ce fait, là pour soutenir, on va dire, quelqu'un qui travaille dans un établissement scolaire, qu'il soit chef d'établissement, enseignant, personnel de droit privé, peu importe, qu'est-ce qu'il a vraiment à développer comme compétence, on va dire, la plus importante pour vivre sa mission, quel que soit son poste? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment, en dehors du quotient émotionnel, qu'est-ce qu'il y aurait vraiment à développer pour vraiment être à l'aise, pour être bien? Vous avez parlé du bien-être. Oui, bien-être. Je disais compétences techniques, toujours par rapport à son métier. Hein. Ça, c'est une base. C'est une base. De ça, compétences émotionnelles, de l'organisation. Je pense que l'organisation permet beaucoup. Et puis être en accord sur l'évaluation de son efficacité, de l'efficacité de ses actions et de ce qu'on met en place. D'accord. Et je trouve que là encore, on a
à tous les niveaux, ne pas avoir peur de l'évaluation, ne pas avoir peur de la mesure de son efficacité. Mais c'est donner de la valeur à ce qu'on fait. Voilà. Hein. Plutôt dans cet état d'esprit-là, en fait, de retourner. Alors, nous arrivons bientôt au terme de ce podcast, mais on va conclure la première partie. Et j'aurais aimé que nous parlions un petit peu aussi de votre livre, hein, puisque vous avez écrit un livre autour du projet d'établissement, réussir un projet d'établissement, on vient un petit peu de le détailler là, et en particulier une des thématiques qui est dans votre chapitre 10, que vous avez intitulé « Cultiver l'inspiration du stratège ». Alors on parlait de l'opérationnel, on parlait du stratège. Serions-nous parfois trop repliés sur nous-mêmes pour nous autoriser à sortir du cadre et à changer de point de vue ? En tous les cas, tout peut nous absorber vers l'opérationnel et le quotidien, ce qui se passe à l'intérieur de son organisation, de son bureau. Voilà. Et ça nécessite peut-être un effort que de poser dans son emploi du temps des ressourcements extérieurs, de se les imposer, de se les autoriser, de le mettre dans son planning. Mais je pense que c'est indispensable d'aller trouver son inspiration, ailleurs. Alors quand je dis ailleurs, c'est l'extérieur de la classe, l'extérieur d'un établissement, pas qu'en sortant se balader, mais c'est aussi aller à la rencontre de personnes qui ne sont pas du métier. Changer, croiser les regards avec des personnes qui vivent autre chose. Qui vivent autre chose. Ça me paraît très important. Voilà. Qui sortir de l'entre-soi. Sortir de l'entre-soi, mais aller rencontrer des gens qui ont des quotidiens différents, qui ont des stress différents, qui ont des visions différentes, qui voient du coup l'enfant et le jeune d'un point de vue très différent. Quand on rencontre des personnes qui travaillent dans l'entreprise, quand on rencontre des artistes, quand on rencontre des sportifs, quand on rencontre des politiques et qu'on les fait parler des enfants, des jeunes et de l'éducation, c'est souvent très intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire et comment ils voient l'éducation et ce qui est important pour eux dans l'éducation. Et c'est souvent très différent. Mais c'est extrêmement intéressant. Et je pense que quand on est acteur de l'éducation à n'importe quel niveau, c'est très enrichissant et inspirant d'entendre d'autres personnes. Alors, on a parlé beaucoup de stratégie, on a parlé d'opérationnel. Moi, j'entends le mot maintenant aussi humanité, c'est-à-dire comment, à travers tout ce qu'il y a à vivre dans nos missions, quelles qu'elles soient, comment garder cette humanité, ce relationnel qui me paraît, moi, essentiel, parce que, une fois encore, les émotions habitent aussi ce qu'on est en train de vivre. Donc oui, on a un socle, on a des stratégies, etc. Mais comment rester humain, en fait, à travers tout ça ? Vous me l'avez demandé à plusieurs reprises si j'étais dans la continuité ou dans la rupture. Je pense que si il y a eu une rupture choisi à un moment donné, quand j'ai basculé du secteur privé à l'éducation, c'est que j'ai volontairement basculé de l'avoir à l'être. Voilà. Et donc ça, c'est essentiel, oui. Donc l'humanité, elle est à tous les endroits. Et si on organise, c'est pour mieux travailler l'humanité, justement. Souvent on se dit « Ah mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis débordée », si on n'est pas suffisamment organisé, in fine, on va avoir des problèmes relationnels. Si on est mieux organisé, qu'on gagne du temps, on va le consacrer à prendre du temps avec des personnes qui sont importantes pour nous. Et je pense que les deux sont liés et je pense que avec une bonne organisation, on se dégage du temps humain, relationnelle, quoi. De l'humanité, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Mais, voilà. Un équilibre à trouver, en fait. C'est assez subtil, parce qu'en fait, on a besoin de ces supports-là pour après équilibrer, harmoniser. En fait. C'est une vie plus harmonieuse, ça veut dire que quelqu'un
qui serait quand même qui n'aurait pas d'organisation de ce fait, il va lui manquer quelque chose à un moment donné dans sa mission. S'il n'est pas suffisamment organisé, il faut vraiment prioriser, c'est indispensable. Prioriser, coordonner, choisir. Donc on professionnalise vraiment. Voilà, choisir, renoncer. Et je pense que oui, ça c'est sûr. Il y a besoin. D'ailleurs, un enseignant le fait. Déjà dans sa classe. Et un chef d'établissement aussi le fait, un formateur le fait, tout le monde le fait. Mais le faire de façon très pensée, très réfléchie pour se libérer et pour se libérer en humanité, ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant. Et quand on est chef d'établissement, organiser son établissement, organiser ses réunions, organiser la manière dont ses collaborateurs vont pouvoir travailler, eh bien, c'est travailler leur humanité. C'est organiser de façon à ce qu'ils soient mieux ou à ce qu'ils soient valorisés, à ce qu'ils se sentent plus efficaces, à développer leurs compétences aussi. Et voilà, et quelque part, on développe l'humanité quand on fait ça. Moi, je le vois et je le travaille comme ça. Parce que je ne vois pas le développement professionnel, donc le développement des compétences, y compris techniques, d'une personne sans le développement personnel. Les deux sont complètement liés. Je pense que les deux sont liés. Merci pour cette belle conclusion qui pour nous est vraiment inspirante. Alors, nous allons passer donc sur la fin de ce podcast avec les 3 questions qui sont encore plus personnelles. Oui. Aujourd'hui, comment vous prenez soin de vous, ce qui vous ressource vraiment, ce qui vous repose et vous donne de l'énergie par rapport à tout ce que vous vivez? Là, c'est personnel, c'est vrai. Mais alors, ce qui me ressource et ce qui me donne de l'énergie, c'est d'aller voir des expositions de créatives, de peinture en particulier, de peindre moi-même. Voilà. Et puis toute autre chose, c'est de prendre le soleil. On a un beau soleil aujourd'hui, c'est de profiter du soleil. Ça donne de l'énergie. Quel est votre dernier coup de cœur littéraire? Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, il va vous paraître peut-être un peu sérieux, hein, parce que Allez-y. Je pense tout de suite au 2e livre de Jérôme Fourquet et de Casselli qui s'appelle « La France sous nos yeux ». Bon, alors voilà, hein, vous allez me dire du travail, mais je trouve extrêmement intéressant son livre, oui, sociologiquement, économiquement, et pour l'éducation, pour la formation, c'est très intéressant. Voilà, j'avais déjà beaucoup aimé L'Archipel français, son premier ouvrage, mais le 2e est très bien. Voilà, alors sinon, plus fun ou plus littéraire, Michel de Montaigne, écrit par Stéphane Zweig, qui est très belle, qui nous amène alors pour voyager. Nos auditeurs, on mettra bien évidemment en dessous du podcast ces 2 références, parce que ça peut être toujours intéressant de partager nos petites pépites. Dernière question, la personne qui vous inspire le plus en ce moment? Alors, est-ce que vous me permettez de vous répondre sur la personne qui m'inspire le plus, mais pas en ce moment? Je n'ai pas trouvé pour en ce moment. Mais la personne qui m'inspire le plus, c'est Aliénor d'Aquitaine. Vous allez me dire, je suis un peu passéiste, du coup, mais non, je suis quelqu'un de projet et d'avenir. Et pourtant, Aliénor d'Aquitaine, c'est la personne, le personnage qui m'inspire le plus. Elle était d'une incroyable audace, modernité, pour le coup, oui, et une femme très très complète, sportive, poète, gestionnaire, voilà, extrêmement fine. On mettra une petite qui bibliographie a fait en dessous. beaucoup de choses, voilà, et qui a vécu longtemps une vie extrêmement incroyable.
Eh bien voilà quelques pistes pour nourrir les jours à venir des uns et des autres. Alors un immense merci Lucille pour ce partage en toute simplicité, un témoignage qui est d'une très très grande richesse et qu'on aurait aimé continuer. C'est un appel à aller vers soi, à la découverte de ce qui nous anime vraiment et qui nous donne l'énergie de prendre un nouveau chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Evelyne, merci à vous. Alors vous trouverez comme d'habitude sous le podcast notre rubrique pour aller plus loin avec tout ce qui vous permettra de poursuivre la réflexion, de vous documenter et puis nous vous disons à très vite.